Le métal gémissait autour de lui, une plainte familière qui épousait parfaitement la sienne. Mon coude a rencontré un joint de tuyauterie, une douleur sourde et familière. La graisse de la combinaison collait à ma peau. Ici, dans les artères secondaires du secteur Delta 7, l'air sentait l'ozone brûlé et la poussière de filtration. Je rampais. Le halo verdâtre de mon lanfron découpait des ombres difformes sur les parois. Quelque part au-dessus, à 47 niveaux, le pont de commandement brillait, stérile. Ici, c'était l'intestin, mon royaume. Mes doigts ont tracé une cicatrice sur le conduit principal, la marque de fabrique Hartmann. Je me suis souvenu du pont, du poids de l'uniforme, du silence attentif de l'équipage, du visage de Kael, attentif, loyal, un mensonge, tout un mensonge. Je me suis arrêté, le front contre le métal froid. La vibration constante de la propulsion traversait l'acier, un pool profond. 10 000 âmes dormaient, travaillaient, vivaient dans cette coquille, ignorant le fantôme qui rôde dans ses entrailles. Ils avaient raison de l'ignorer. Le commandant Hilaron était mort avec ses hommes, dans ce débris de frégate. Il ne restait que ça. Une ombre graisseuse, un souvenir douloureux pour la discipline du capitaine Vex. Un clignotement rouge a attiré mon œil. Un indicateur de flux sur un panneau secondaire. Une anomalie infime, une fluctuation dans le couplage magnétique du secteur 7 gamma. Rien pour les systèmes automatisés. Mais mes années sur le pont avaient gravé ces rythmes dans mes os. Cette irrégularité était fausse, artificielle. Mon souffle s'est bloqué, l'instinct, ce vieux démon s'est tendu comme un câble. Protéger, servir, je l'ai refoulé, la honte remontant, âcre. Qui étais-je pour jouer les gardiens? Mon dernier acte de protection avait laissé des cercueils vides flotter dans le vide. J'ai fermé les yeux. J'ai vu leurs visages. Pas les portraits officiels, mais les sourires volés dans le mess, les regards fatigués après un double quart. Ma faute, toujours ma faute. Un rire étouffé et méprisant résonna depuis un conduit d'aération au-dessus, lui rappelant qu'il n'était qu'un spectre dont on se moquait dans l'ombre. L'Odyssée trembla comme un animal frappé à mort, et le gémissement du métal devint un hurlement. Le rire au-dessus de moi s'étrangla dans un juron. La gravité artificielle octa, me faisant tituber contre la paroi brûlante. Les lumières s'éteignirent, remplacées par le rouge pulsant des diodes d'urgence qui teintaient la vapeur en brouillard semblant. L'alerte générale déchira l'air, stridente, implacable, impact, tribord. L'instinct ancien se réveilla en une décharge pure, balayant la honte. Mon corps avait déjà réagi avant que ma pensée ne suive. Je me plaquai contre la courbure du conduit, les mains cherchant les prises familières dans l'obscurité tremblante. Ce n'était pas une défaillance interne. C'était un coup porté de l'extérieur. La violence du choc parlait d'un armement lourd, d'une intention de déchirer. Pas de pirater. Un grondement sourd roula le long de la colonne vertébrale du vaisseau. Je sentis la vibration dans mes mollets, dans l'arrière de mon crâne. La propulsion Hartmann. Elle peinait. Le rythme était devenu irrégulier, haletant comme un cœur blessé. Ils avaient touché les nacelles. Des voix distordues jaillirent de l'intercom défaillant, des bribes d'ordre et de cris étouffés sous le crépitement des interférences. Une voix féminine, tendue à se rompre, Vex, ordonnait le verrouillage des sas de pont. Puis plus rien. La pensée arriva, froide et nette, les ravageurs, les charognards des confins. Ils ne prenaient pas de prisonniers, seulement des carcasses à dépouiller. Et l'Odyssée, riche et lourd, était une proie de rêve. Un sifflement nouveau perça le vacarme, aigu, pressurisé. Devant moi, à 20 mètres, un joint de pression sur une conduite principale céda. Le métal, fatigué par le choc, se déchira comme du vieux cuir. Un jet de vapeur brûlante explosa, suivi d'un torrent de fluide cryogénique qui givra instantanément la paroi. L'air devint un cocktail brûlant et glacial. Je clignai des yeux, la peau de mon visage déjà cuite d'un côté, engourdie de l'autre. La brèche. Elle ouvrait sur le réseau primaire de refroidissement du réacteur secondaire. Si le flux n'était pas isolé, la surchauffe serait systémique. Mortel. Je restais figé une seconde. L'allerge hurlait. Le vaisseau gémissait. Et cette fuite, dans ce boyau désert, ne serait signalée par aucun capteur avant qu'il ne soit trop tard. Je regardais mes mains, noircies de graisse. Les mains d'un paria. Les mains du seul être à voir cette mort en train de naître dans les entrailles de l'Odyssée. Le fluide cryogénique formait déjà une stalactite translucide sur le bord de la déchirure, s'égouttant dans le vide obscur du conduit inférieur. Chaque goutte était du temps perdu. Je poussai un grognement qui venait du fond de ma poitrine, et je me mis à courir vers la vapeur, contournant les débris brûlants, le poids de 10 000 âmes endormies ou terrifiées s'accrochant à mes épaules. Les mains agissaient d'elles-mêmes, manipulant le torche-fusion et le scellant avec une précision oubliée, comme si le commandant en moi refusait de laisser le vaisseau mourir. La vapeur brûlante léchait mes gants. La combinaison de maintenance ne résisterait pas longtemps. J'insérai la cartouche de scellant, sentis le matériau composite se liquéfier sous la chaleur bleue de la torche. Le métal distordu cédait, se reformait. La fuite siffla, réduite à un filet, puis à rien. Un silence relatif tomba, troublé seulement par le grondement lointain du cœur de fusion et le hurlement intermittent de l'alerte.
J'avais colmaté la brèche. Quelques degrés de moins, et la surtension aurait grillé les régulateurs du secteur. Des centaines de compartiments auraient perdu l'atmosphère. Un détail, un travail de technicien. Je m'appuyais contre la paroi, le souffle court. La chaleur avait embué mon casque. Je le retirais, l'air vicié des conduits brûlant mes poumons. C'est alors que je la vis. Derrière le panneau arraché par l'explosion, là où le conduit principal bifurquait vers les injecteurs de la propulsion Hartmann, une lueur rouge clignotait. Lente, régulière. Ce n'était pas le poule vert des diagnostics, ni l'orange des systèmes secondaires. C'était une couleur d'avertissement que je n'avais jamais vue sur les schémas. Je me glissais dans la niche, ignorant la douleur à l'épaule. L'objet était fixé à la structure porteuse, noyé dans un nid de câblage détourné. Une boîte noire de la taille d'un générateur de secours portable. Sur son flanc, des glyphes gravés au laser, BIN7. Bombe à impulsion magnétique, modèle de confinement tactique, destiné à griller l'électronique sans endommager l'intégrité structurelle. Un outil de sabotage chirurgical. Mon esprit refusa l'image une seconde, puis les connexions se firent froides et implacables. La fuite, l'explosion mineure. Trop précise. Elle avait arraché ce panneau, exposé ce qui ne devait jamais être vu. Ce n'était pas un accident, c'était une mise en scène, et j'en étais le témoin involontaire. La lueur rouge clignotante du dispositif se refléta dans la visière embuée de mon casque posé à terre, et mon sang se glaça. Ce n'était pas un composant du vaisseau, c'était une bombe, une BIM, une bombe à impulsion magnétique. Programmable, discrète, capable de griller tous les systèmes électroniques du secteur de la propulsion Hartmann. Je me baissais, les jointures de mes gants crasseux effleurant le boîtier froid. Le clignotement rouge suivait un rythme régulier, un battement de cœur mécanique. Mon propre pouls lui répondit, s'emballant contre mes côtes. Ce n'était pas une relique, pas un débris, c'était actif, en attente. Mes doigts tremblèrent, pas de peur, de colère. Une flamme sèche qui consuma l'apathie moisie dans ma poitrine. Quelqu'un avait placé ça ici, dans les artères du vaisseau, près des injecteurs de fusion Hartmann. Un effacement chirurgical, sans explosion, sans dégâts visibles. Juste une impulsion silencieuse qui réduirait en cendres au silicium les contrôleurs de flux, les régulateurs de pression, les commandes de secours. La propulsion s'effondrerait, l'Odyssée deviendrait un cercueil de 10 000 âmes, dérivant dans le noir. Je reculais d'un pas, le dos heurtant la paroi du conduit. Le métal transmit un léger bourdonnement, la vibration constante de la vie du vaisseau. Je l'avais oublié, cette sensation, le pouls sous la peau d'acier. Je l'avais enseveli avec le reste. Mon regard se porta vers le labyrinthe de tuyaux et de câbles qui s'enfonçaient dans l'obscurité. Je pouvais fuir, replonger dans l'ombre, laisser ce clignotement rouge compter ses secondes dans le vide. Personne ne saurait. Il trouverait un bouc émissaire, peut-être même moi. Le paria parfait. Je fermai les yeux. Derrière mes paupières, ce ne fut pas le visage du conseil ou celui d'Hydravex qui apparut. Ce fut celui de Lyra, penché sur son terminal, concentré. Ce fut les rires étouffés d'une cantine que je n'avais plus le droit de fréquenter. 10 000 vies, 10 000 routines, 10 000 espoirs stupides pour un nouveau monde. Un ordre moralement ambigu. J'avais refusé, et des gens étaient morts. Le clignotement rouge se reflétait sur la visière de mon casque abandonné, comme un œil qui guettait. Agir, c'était ressortir. Affronter les regards, les accusations, le mépris bien mérité. C'était replonger les mains dans le sang et les circuits, risquer de tout perdre à nouveau. C'était choisir de porter ce poids, sciemment, alors que mes épaules étaient déjà brisées. Je rouvris les yeux. Mes doigts, fermes cette fois, saisirent les bords du boîtier. Le métal était glacé. Je l'examinais, cherchant les points de fixation, les sécurités. Mon esprit, rouillé par des mois de honte et d'isolement, se mit en marche, lentement. Mais il tournait, il reconnaissait les schémas, les protocoles, la logique du sabotage. Les yeux rivés sur le dispositif clignotant, et Laron sentit le poids de 10 000 vies peser sur ses épaules brisées. Va-t-il tourner le dos, ou replonger dans l'enfer du commandement pour tenter de les sauver? La chaleur était un animal vivant dans les tuyaux, et Laron sa proie favorite. La vapeur cinglait ma peau à travers la combinaison élimée. Chaque respiration brûlait. Les parois métalliques vibraient d'un grondement sourd, le chant de détresse de la propulsion Hartmann. Mes doigts s'enfoncèrent dans les circuits du boîtier. Le dispositif était une BIM certaine, mais pas une bombe classique. Celle-ci était ciblée, chirurgicale. Un saboteur qui connaissait l'anatomie de l'Odyssée. L'alerte générale hurlait au loin, déformée par les conduits. Les ravageurs étaient là, et ceux-ci étaient posés pour les aider. J'arrachai le panneau principal. Les voyants clignotaient, une séquence de compte à rebours bloquée à 37 minutes. Une fenêtre, passée. Il fallait prévenir le pont. Le terminal de communication le plus proche était à 50 mètres, dans un nœud de convergence. Je rampais, la poitrine compressée par les gaines. La graisse de la combinaison collait au métal surchauffé.
Une soudure mal isolée déchira mon avant-bras. Je serrais les dents, continuait. Le terminal était mort. Alimentation coupée, secteur isolé. Mon poing frappa la paroi. La douleur fut franche, réelle. Un antidote à la panique. Il restait l'accès manuel. Une prise de diagnostic. Je branchai mon pad personnel, un vieux modèle non répertorié. Le système d'urgence du vaisseau accepta la connexion avec la naïveté d'une machine en crise. Ici est Laron. Secteur propulsion Delta. Sabotage confirmé. Bombe à impulsion magnétique ciblée sur les régulateurs Hartmann. Délai estimé, 36 minutes. Le silence dura 3 secondes. Puis la voix de la capitaine Vex grésilla, coupante comme du verre pilé. Et Laron. L'attaque a endommagé nos senseurs. Vous prétendez être dans un conduit sécurisé. Je ne prétends rien. Envoyez une équipe de neutralisation. Un autre silence, plus lourd. Les conduits de ce secteur sont scellés depuis l'alerte, pour cause de risque de contamination. Sa voix se fit plus basse, chargée d'une méfiance glaciale. Comment êtes-vous entré, Baria? Le mot frappa plus dur que la vapeur. Écoutez-moi. La bombe et la communication se brouilla. Une interférence propre, nette. Pas un aléa de bataille. Un brouillage actif. La seule réponse à mon appel désespéré fut un grésillement statique puis le silence méprisant des canaux officiels. J'étais seul. Mes mains, tremblantes de fatigue, se refermèrent sur les outils. Si le vaisseau refusait de m'écouter, je le forcerais à vivre. Je me tournai vers l'abîme. 35 minutes. Assez pour mourir en essayant de la désamorcer. L'écran cracha une image brouillée du visage dur de la capitaine Vex. Ses yeux se plissèrent en reconnaissant Elaron. Vex à tous les terminaux. Signal identifié, Elaron. Où êtes-vous? Sa voix était un couteau, propre et froid. J'inspirais l'air brûlant mes poumons. Conduit Delta 3, jonction 7. Il y a une bombe à impulsion magnétique sur le régulateur primaire de la Hartmann. 35 minutes avant déclenchement. Un muscle tressailla sur sa mâchoire. Pas de surprise, de la méfiance pure. Une BIM, et vous le savez comment, Paria? Les schémas de ce système sont classés ultra secrets. J'ai vu le dispositif. Il est artisanal, mais efficace. Les câbles de mise à feu sont. Les seuls à avoir accès à ces schémas ces dernières semaines sont les officiers de pont et le personnel de maintenance supérieure. Elle coupa ma phrase, ses yeux ne quittant pas l'écran, cherchant autre chose que mes mots. Votre code a été utilisé pour extraire ces plans il y a 10 jours, durant une période où vous étiez introuvable. Le sol métallique sembla se dérober sous moi. Mon code, KL, bien sûr, ce n'était pas moi. Vous devez évacuer la section et envoyer une équipe de neutralisation. Un autre silence, plus lourd. Les conduits de ce secteur sont scellés depuis l'alerte, pour cause de risque de contamination. Sa voix se fit plus basse, chargée d'une méfiance glaciale. Comment êtes-vous entré, Paria? Le mot frappa plus dur que la vapeur. Écoutez-moi. La bombe est. La communication se brouilla. Une interférence propre, nette. Pas un aléa de bataille. Un brouillage actif. La seule réponse à mon appel désespéré fut un grésillement statique. Puis, le silence méprisant des canaux officiels. J'étais seul. Mes mains, tremblantes de fatigue, se refermèrent sur les outils. Si le vaisseau refusait de m'écouter, je le forcerais à vivre. Je me tournai vers l'abîme. 35 minutes. Assez pour mourir en essayant de la désamorcer. C'est alors que les haut-parleurs du conduit grésillèrent, et la voix de Vex, claire et officielle, emplit l'espace confiné, résonnant contre les parois comme un verdict. À toutes les équipes, alerte. Le paria est armé et dangereux. Neutralisation autorisée. La voix s'éteignit. L'écho resta. Je regardais mes mains, noircies de graisse et de rouille. Aucune arme, seulement un tournevis et une pince à dénuder. C'était tout ce qu'il me fallait. J'éteignis le terminal, plongeant la niche dans une pénombre rougeoyante. Le silence qui suivit était plus lourd que les hurlements de la bataille. Mon cœur cognait contre mes côtes, un tambour sourd dans une cale d'acier. La chasse était ouverte. La bombe était une œuvre d'art perverse, greffée aux artères vitales du vaisseau. Et l'homme qui la vérifiait avait le visage d'un frère, Kael. Il était penché sur le panneau de contrôle auxiliaire de la BIM, son uniforme impeccable contrastant avec les câbles noircis. Ses doigts pianotaient une séquence sur l'interface, calme et précis. Le compte à rebours indiquait 33 minutes. Le choc me cloua sur place. Plus fort que les sirènes, plus froid que le métal sous mes paumes. Il releva la tête. Son sourire ne fut pas surpris. Il était calculé, préparé, comme le reste. Et Laron, j'ai pensé que ce serait toi. Le chien errant qui revient toujours à l'endroit où on l'a frappé. Sa voix était la même. Celle qui m'avait tenu éveillé pendant des nuits, murmurant des rapports, des rires, des conseils. Elle sonnait faux maintenant, un enregistrement usé. Je descendis du conduit, les articulations rouillées. Pourquoi? Il ferma le panneau avec un clic définitif. La survie. La tienne était toujours trop compliquée par des principes. La mienne est simple. Il sortit une lame courte de sa ceinture. Pas une arme de Starfighter. Un outil de boucher. Ils ont promis un poste de commandement, sur un vaisseau qui ne sera pas condamné à pourrir dans le vide. L'odeur de l'ozone brûlé se mêla à celle plus douceâtre de sa lotion après rasage. Le détail était absurde, insupportable. L'équipage,
L'équipage et du carburant, mon commandant, tout comme le tien l'était, tu te souviens, l'ordre que tu as refusé de donner, celui qui aurait sauvé le vaisseau, au prix de quelques vies? Ses yeux froids ne clignèrent pas. Tu as choisi tes principes. J'ai choisi de ne plus jamais être du mauvais côté du bilan. Il avança. Je n'avais que ma pince. La lutte fut brève, violente, silencieuse. Une danse de bêtes traquée dans le ventre lumineux de la machine. Je connaissais ses feintes, il connaissait mes faiblesses. La lame trouva son chemin entre mes côtes, un froid aigu suivi d'une brûlure. Je m'effondrais contre le cœur palpitant de l'abîme. Le métal vibrait sous mon dos. Kael se pencha, essuyant la lame sur son pantalon. Son visage était parfaitement neutre. « Désolé, mon commandant, pour l'équipage. » La lame de Kael fut froide et précise. Alors que la vision des larrons se brouillait, le dernier son qu'il perçut fut le bip régulier du compte à rebours de l'abîme. Le métal du pont était froid contre sa joue, une caresse mortuaire. Chaque pulsation de mon cœur chassait un peu plus de ma vie dans la flaque gluante. L'odeur du cuivre et de l'ozone brûlé remplissait mes narines. Le bip de l'abîme scandait mon agonie. Bip, 45 secondes. Bip, 44. Je tentais de rouler sur le côté. Un éclair de douleur blanche déchira ma cage thoracique, si vive qu'elle me vola le souffle. Mes doigts engourdis grattèrent le sol lisse. Je ne voyais plus que d'un œil, l'autre collé par le sang. La bombe trônait à 1 mètre, son affichage rouge projetant une lueur de fin du monde sur les tuyaux chromés. 30 secondes. Un bourdonnement sourd traversa la coque. Les lumières vacillèrent, puis se stabilisèrent dans une lueur d'urgence ambrée. L'alarme de confinement avait cessé. Le silence qui suivit était pire que tous les cris. Ils avaient verrouillé les sections. Ils se préparaient au choc ou à l'évacuation. Personne ne viendrait dans la chambre de régulation. Kael avait calculé cela aussi. 20 secondes. Mon esprit, cette vieille machine rouillée, tenta de s'accrocher aux procédures. Désamorcer une bim. Couper le flux primaire, isoler le condensateur, les gestes étaient là, nets, dans un coin de ma mémoire. Mais mes bras refusaient. Ils ne pesaient pas, ils étaient devenus étrangers, des appendices de chair inutiles. La colère me traversa, brève et incandescente. Pas comme ça, pas après tout. Le visage de Kael flottait dans ma vision brouillée. Désolé, mon commandant, pour l'équipage. Ce n'était pas une excuse, c'était un verdict. L'échec final, 10 secondes. Le choix se réduisait à une équation simple, atroce. Mourir en tentant l'impossible ou mourir en regardant l'inévitable. L'instinct gronda, plus profond que la douleur, plus ancien que la honte. Ce n'était pas un ordre, c'était un réflexe. Protéger le vaisseau. Je n'eus pas la force de me lever. Je me laissai glisser, utilisant mon coude comme point d'appui, traînant mon corps brisé sur le sol froid. Chaque centimètre était une conquête. Le sang lubrifiait mon chemin. 5 secondes. Ma main atteignit la base de l'abîme. Le métal vibrait d'une énergie prête à se libérer. Mes doigts tâtonnèrent, aveugles, cherchant la plaque d'accès. Je trouvais les attaches, pas d'outils. Seulement mes ongles, arrachés sur le métal. 2 secondes. Une pensée claire, limpide, perçait la brume. Je ne te demande pas pardon. Je te demande de survivre. Étendu dans une flaque de mon propre sang, le visage de Kael gravé dans mon esprit, je regardais le compte à rebours de la bombe passer sous la minute. L'Odyssée était immobile et personne ne venait. Le goût du cuivre et de la défaite remplissait ma bouche, mais derrière mes yeux, une froide clarté s'était installée. L'abîme clignotait, comptant à rebours la fin de 10 000 vies. 55 secondes. Je tirais sur les attaches. Une céda, puis une autre, dans un grincement de métal tordu. Le panneau d'accès bascula, révélant un nœud de câblage et un module de contrôle protégé par une vitre trempée. Derrière, un cœur de cristal bleuâtre pulsait à la cadence infernale du compte à rebours. 40 secondes. Il y avait un terminal. Une simple fiche pour une clé de déverrouillage prioritaire. Mon niveau d'accès, celui qu'on ne m'avait jamais retiré, pouvait l'ouvrir. Et sceller mon acte aux yeux du système. L'empreinte serait enregistrée. Preuve irréfutable. 30 secondes. Le vaisseau trembla de nouveau sous un nouvel impact. Une alarme lointaine hurla, étouffée par l'épaisseur des conduits. Lyra, quelque part. Le pont. Hydravex. Il ne savait pas. Il croyait au saboteur fantôme. Et le saboteur était parmi eux, souriant, donnant des ordres. Je ne te demande pas pardon. Je te demande de survivre. La voix dans ma tête n'était plus celle de Kael. C'était la mienne, celle d'avant, 20 secondes. Je ne sauverais pas mon nom. Je l'avais perdu depuis longtemps. Je sauverais le flux de refroidissement. Je sauverais la propulsion. Je sauverais la lueur dans les yeux de Lyra même si elle la tournait vers moi avec haine. Cela suffisait. C'était même plus que je ne méritais. 10 secondes. Je posai mon pouce, couvert de sang et de graisse, sur le scanner du terminal. Une lumière verte balaya la plaie. Accès prioritaire reconnu. Aileron, Jean. Autorisation accordée. La voix synthétique était neutre. Elle ne jugeait pas. Elle enregistrait. Le module s'ouvrit dans un soupir. Le cristal bleu était à portée de main. Je n'avais pas à le désamorcer, seulement à le détourner. Une impulsion magnétique brute, canalisée non pas dans les régulateurs, mais dans le blindage inerte du conduit lui-même.
L'énergie se dissiperait en une vague de chaleur stérile et grillerait le système dans un rayon de 10 mètres, moi inclus. C'était acceptable. Mes doigts, tremblants de fatigue, planèrent au-dessus des connecteurs. Une pression, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Une pression. Pas l'écrasement physique que j'attendais. Une prise de décision. Le clic silencieux du connecteur qui cède. Le cristal bleu vira au blanc, puis à un rouge furieux. L'écran hurlait des alertes cramoisies. Son ancien code, celui de commandant, était la seule clé capable de forcer le verrou. J'avais donné l'ordre de surcharge. Un bourdonnement aigu naquit dans la matière autour de moi. Les parois du conduit vibrèrent, envoyant une pluie de poussière d'isolant sur mes épaules. La chaleur monta d'un coup. Une chaleur sèche, électrique, qui fit crépiter l'air. Les voyants du terminal explosèrent dans une gerbe d'étincelles jaunes. Je reculai d'instinct, la nuque heurtant un tuyau. La bille ne se désamorçait pas. Elle digérait sa propre énergie, la retournant contre son enveloppe. Le cristal était un cœur qui battait trop vite, prêt à se déchirer. Mes doigts s'agrippèrent au rebord du panneau. Le sol tremblait. Le bourdonnement devint un rugissement, absorbé par la masse du métal. L'air sentait l'ozone brûler et le métal surchauffer. Je fermai les yeux, non par peur, mais par respect. Pour la machine, pour l'amour-propre. Le rugissement atteignit un pic, un cri strident de contrainte, puis s'éteignit. Le silence fut plus assourdissant. Je rouvris les yeux. Le cristal avait noirci, carbonisé. Une fumée âcre s'en échappait en spirale paresseuse. L'écran du terminal était mort, une vitre noire. Puis, un gémissement. Un gémissement profond, organique, qui parcourut la coque de l'Odyssée des entrailles au point supérieur. Ce n'était plus la bombe, c'était le vaisseau lui-même, les moteurs. Le grondement régulier de la propulsion Hartmann. Ce battement que l'on oubliait, comme son propre cœur, se brisant en une cascade de craquements secs. Les lumières vacillèrent, plongèrent dans le noir une seconde, puis revinrent, faibles, teintées de rouge d'urgence. L'Odyssée chavira. Pas une explosion, une défaillance, une perte. La gravité artificielle octa, le laissant flotter un instant avant de me reposer brutalement sur la grille. L'inclinaison était faible mais constante. Le vaisseau entrait en dérive, poussé par son élan résiduel, mais mort dans l'eau. J'avais détourné l'impulsion. Je l'avais noyé dans le blindage. L'énergie avait grillé les jonctions critiques, les circuits de contrôle primaires. Les moteurs n'étaient plus qu'une masse de métal inerte. La bombe était neutralisée. Les 10 000 âmes ne seraient pas pulvérisées par une déchirure du réacteur. Elles étaient condamnées à dériver, lentement, vers le vide. Je restais assis dans le noir rouge, le crépitement du métal refroidissant ma seule compagnie. Le prix était payé. Un gémissement métallique annonçait l'agonie des moteurs, et la mienne. Alors que l'Odyssée tremblait comme une bête blessée, Elaron se pencha sur le microphone. Sa voix serait peut-être la dernière qu'il entendrait. La douleur dans ma main droite était un pouce sourd et constant, chair brûlée collée au métal du terminal. L'écran craquelé du poste d'urgence affichait une liste de canaux morts, noyés sous le brouillage des ravageurs. Le réseau principal était coupé. Le pont ne répondait pas ou ne voulait pas répondre. Mais il restait le canal prioritaire de sécurité. Une fréquence codée en dur, indépendante, conçue pour les transmissions ultimes. Elle consommait l'énergie de la batterie de secours. Et probablement elle me localiserait. Je plaçais le module de données dans la fente. Il cliqua, froid et définitif. Les scans que j'avais effectués pendant ma fuite dans les conduits, les signatures énergétiques des 3 vaisseaux prédateurs, leur point de convergence de bouclier. Et la preuve, mince mais irréfutable, l'empreinte biométrique de KL sur la séquence d'armement de la BIM enregistrée par le système de diagnostic de maintenance que lui seul avait oublié de corrompre. Ma gorge était un désert. J'appuyai sur la touche d'enregistrement. Le voyant rouge clignota, œil cyclopéen dans la pénombre. Ici Elaron, poste d'urgence, section gamma 12. Les mots sortirent, raclés, sans fioriture. La bombe est neutralisée. La propulsion Hartmann est hors service. Le vaisseau est en dérive. Je pris une inspiration, l'air sentant le cuivre brûlé et la peur. Le saboteur est KL. Il a utilisé mon code, mais l'empreinte sur le séquenceur est la sienne. Les données attachées à ce message contiennent la position, les signatures et les faiblesses des vaisseaux ennemis. Transmettez ces coordonnées aux batteries défensives. Ciblez les points indiqués. Le voyant rouge me fixait, attendant la fin. Il n'y aurait pas de pardon dans cette boîte. Pas de compréhension. Seule la transmission. Et, bonne chance. J'appuyai sur la touche d'envoi. Un bourdonnement aigu monta dans le terminal, puis un silence profond. La batterie de secours émit un grésillement mourant. L'écran s'éteignit, me renvoyant mon reflet déformé dans l'air noir, un homme aux yeux caves, perdu dans les entrailles d'un vaisseau condamné. Le message était parti. Avec lui, le dernier espoir d'Elaron de prouver son innocence. Un silence relatif tomba, seulement troublé par le crépitement des conduits endommagés. Au loin, à travers une grille d'aération, des lueurs d'explosion stellaire dansaient. Je m'effondrais contre la paroi froide. Mes mains tremblaient, vidées de toute force.
L'odeur de l'ozone brûlé et de ma propre sueur emplissait l'espace confiné. Quelque part au-dessus de moi, dans le cerveau aseptisé du pont, il recevait mes données. Ou bien il les jetait aux ordures, un dernier mensonge du saboteur. Un grondement sourd traversa la coque, différent des impacts précédents, plus profond, plus violent. Les lumières d'urgence oscillèrent, passant du rouge à une lueur blafarde avant de se stabiliser. Les ravageurs frappaient encore, puis un nouveau son. Une vibration aiguë, presque musicale, qui montait des entrailles de l'Odyssée. Je la reconnus. Les canons à accélération de particules. Leur cycle de chargement caractéristique. Ils tiraient. À travers la grille, les lueurs changèrent de nature. Les éclairs orange des explosions ennemies se multiplièrent, soudain asymétriques, chaotiques. Une lueur bleutée, un cœur de réacteur qui implosait, déchira le noir. Puis une autre. Le grondement des impacts contre notre coque cessa. Ils avaient utilisé mes coordonnées. Un soulagement physique me traversa, si intense qu'il en était douloureux. Mes poumons se remplirent d'un air qui, pour la première fois depuis des heures, ne sentait pas la peur. L'Odyssée survécut. Les 10 000 âmes dans leur berceau cryogénique, Lyra à son poste, même le capitaine Vex avait ses certitudes, ils étaient saufs. Le prix se fit sentir immédiatement. Une douleur lancinante irradiait de ma jambe, où un éclat de métal s'était enfoncé pendant la lutte contre l'abîme. Ma vision se brouilla. Le froid du conduit pénétra ma combinaison graisseuse, remontant le long de ma colonne vertébrale. Je regardais mes mains, noircies par le carbone et tachées de mon propre sang. Les mains qui avaient refusé un ordre. Les mains qui venaient peut-être de racheter cette faute, sans témoin. L'Odyssée émit un long gémissement métallique, le son d'une bête blessée mais vivante. La propulsion principale était morte, tuée par la bombe. Nous dérivions, mais nous dérivions, mais nous dérivions en vie. Mes paupières devinrent lourdes. Le crépitement des conduits sembla s'éloigner, remplacé par un bourdonnement cotonneux. J'avais l'impression de couler lentement dans l'obscurité du conduit. L'image de Kael me traversa l'esprit, son sourire facile, sa trahison parfaite. Il était toujours là, quelque part, respecté, intouchable. Et moi, la pensée s'effilocha avant d'aboutir. Alors que les derniers échos de l'explosion s'éteignaient dans les conduits, la conscience d'Elaron se dissipait, ignorant si son sacrifice avait été vain ou si l'Odyssée survivait. La lumière des infirmières était trop blanche, trop propre pour un homme des entrailles du vaisseau. Elle me brûla les paupières. Un bourdonnement aigu perçait le coton épais dans mes oreilles. Des formes bougeaient, silhouettes floues, gestes efficaces et impersonnels. Des mains gantées me retournèrent. Une douleur sourde explosa dans ma cage thoracique. Je grognais. Fracture costale probable. Brûlure au 2e degré sur les mains et l'avant-bras droit. Exposition aux radiations de confinement. Niveau tolérable. La voix était neutre, un diagnostic récité à un corps, pas à un homme. On me glissa une canule dans le bras. La fraîcheur du sédatif se propagea dans mes veines, atténuant les morsures du feu et du métal tordu. Il a utilisé son ancien code. Le journal d'accès est formel. La voix du capitaine Vex fendit le brouillard médical. Elle se tenait derrière la vitre de quarantaine, son visage empreint d'une lassitude féroce. C'est une preuve supplémentaire, Kael. Une preuve qu'il a activé le dispositif, capitaine, ou qu'il l'a désamorcé. Les schémas de décharge d'énergie sont ambigus. Kael se tenait à ses côtés, impeccable. Son reflet dans la vitre me fixait. Les régulateurs Hartmann sont endommagés, mais le cœur de fusion est intact. Le vaisseau est en vie. Grâce à qui? À quoi? Je voulus parler. Ma gorge émit un son rauque, inarticulé. « Il reprend conscience », dit une infirmière. « Gardez-le sous sédation jusqu'au transfert en cellule d'isolement », ordonna Vex. Son regard croisa le mien à travers le polymère. Pas de colère maintenant, de la suspicion, teintée d'une lueur de calcul froid. Elle évaluait les pièces d'un échiquier dangereux. « Capitaine ?» Lyra était entrée sans bruit, un terminal portable serré contre sa combinaison tachée. Ses yeux, trop grands pour son visage pâle, allaient de l'écran à moi, puis à Kael. L'analyse des logs secondaires du conduit est I7. L'accès prioritaire a été initié depuis le terminal du pont, secteur navigation, pas depuis l'intérieur des conduits. Le silence se fit, lourd comme du plomb. Kael ne bougea pas. Le système est corrompu, technicienne. L'abîme a pu générer des artefacts de données. Les timestans sont corrélés avec les alarmes de confinement, murmura Lyra sans le quitter des yeux. Elle avait la ténacité douce de quelqu'un qui creuse jusqu'à la vérité, peu importe ce qu'elle y trouve. Vex tourna lentement la tête vers Kael. Le secteur navigation, votre poste de veille, commandant. La tension devint un fil tendu à se rompre. Kael esquissa un sourire, trop parfait, trop lisse. Une coïncidence que je vais m'empresser d'éclaircir, capitaine. Je propose une enquête complète de nos systèmes de sécurité. Immédiatement. Alors que la sédation l'emportait, la dernière image qu'Elaron perçut fut le visage de Lyra, ses yeux écarquillés fixant les données sur son terminal.
puis le regardant, lui, avec une expression qu'il n'avait plus eue depuis des années, de la compréhension. Les voix lui parvenaient étouffées comme à travers une paroi épaisse, mais les mots étaient des couteaux. La sédation relâchait lentement son étreinte, laissant place à une douleur sourde qui pulsait en moi, rythmée par le bip monotone du moniteur cardiaque. J'étais allongé sur une couchette, derrière une vitre de quarantaine teintée. La salle d'observation était éclairée par la froide lueur des écrans. De l'autre côté du verre, le spectacle se déroulait sans son. Kael souriait toujours, mais c'était un rictus tendu. Ses doigts pianotaient une séquence nerveuse sur son terminal de poignet. Lyra se tenait près du panneau principal, son visage pâle éclairé par les données qui défilaient. Elle parlait, ses lèvres remuaient avec une urgence silencieuse. Elle pointa un schéma de câblage, puis un journal d'accès crypté. La capitaine Vex écoutait, immobile. Son regard passait de Lyra à Kael, puis se posait sur la vitre, sur moi. Je ne pouvais pas lire ses pensées, seulement voir le durcissement progressif de sa mâchoire, l'affaissement presque imperceptible de ses épaules sous le poids d'une évidence. Kael parla, son sourire se fissurant. Il fit un geste brusque vers Lyra, accusateur, menteuse, incompétente, une adepte du déchu. Je lus les syllabes sur ses lèvres. C'est alors que Lyra actionna quelque chose. Le schéma du conduit 12 carbonisé envahit l'écran central. À côté, un log système. La séquence était limpide. Un accès prioritaire, certes, mais suivi d'une deuxième connexion fantôme, une porte dérobée active depuis des mois. Elle pointa du doigt l'horodatage. L'extraction des plans, l'armement de l'abîme. Tout précédait mes propres accès désespérés de plusieurs heures. Kael recula d'un pas. Son masque de contrôle se lézarda. La peur, brute et laide, traversa ses yeux froids. Il ouvrit la bouche pour un dernier argument, un mensonge de plus. Vex n'eut pas besoin de parler. Elle inclina simplement la tête. Le garde de sécurité, jusque-là statue près de la porte, se déplaça avec une efficacité terrifiante. Ses mains agrippèrent les bras de Kael, lui tordant les poignets dans des menottes magnétiques. Leur claquement sec fut le premier son qui traversa réellement la vitre. Kael se débattit, une moue hystérique sur le visage. Il cria quelque chose, les veines de son cou saillantes. Le garde le fit pivoter, l'entraîna vers la sortie. Pour un instant, le regard de Kael rencontra le mien. Plus de calcul, plus de supériorité. Seulement de la haine, pure et infantile. Puis il disparut dans le couloir, ses protestations étouffées par la fermeture des portes. Le silence qui suivit l'emmêlement de Kael fut plus éloquent que toutes les accusations. Vex se tourna vers la vitre de quarantaine, et pour la première fois, son regard croisa le mien sans ombre de mépris, seulement le poids écrasant de la vérité. Elle resta là un long moment, puis elle porta une main à son oreille, activa son intercom. Ses lèvres formèrent deux mots, simples et définitifs. Libérez-le. La proposition était là, scintillante sur l'écran de sa tablette, réintégration complète, grade restitué, excuse officielle. Je posai le dispositif sur la table pliante, le son sec résonnant dans le module exigu. L'air sentait le métal chaud et l'ozone, un parfum familier des conduits adjacents. 3 jours. 3 jours de silence médical, de questions auxquelles je n'avais pas répondu, de la lente prise de conscience que j'avais survécu. La porte du module s'ouvrit sans signal. Hydra Vex s'y tenait, combinaison de commandement impeccable, mais ses épaules étaient légèrement voûtées, comme si le poids de la vérité avait enfin trouvé prise sur elle. « Vous avez vu ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Je hochai la tête. La brûlure sur mon avant-bras droit lançait une douleur sourde à chaque mouvement. C'est la procédure standard. Après la confirmation de l'innocence, la réhabilitation. Votre code a été nettoyé. Vos droits pleins sont rétablis. Vous pourrez reprendre votre place sur le pont. Sa voix était plate, professionnelle, mais ses yeux perçants, ne quittaient pas mon visage. Elle cherchait quelque chose, de la gratitude, peut-être, ou de la rancœur. Je contemplais mes mains, striées de nouvelles cicatrices et des anciennes. Le bourdonnement constant de l'Odyssée vibrait à travers le plancher, un pouls que je sentais dans mes os, le pouls que j'avais préservé. « Je refuse, capitaine. » Le silence s'épaissit. Vex ne broncha pas, mais une minuscule tension se noua au coin de sa mâchoire. « Expliquez-vous. » Les mots vinrent lentement, extraits d'un lieu profond et épuisé. Mon code a permis le sabotage. Mon refus passé a conduit à des morts. Le rendre, l'afficher sur un écran, ça n'efface rien, ça ne rend personne vivant. Je levai enfin les yeux vers elle. Une réhabilitation, c'est un pardon que vous m'accordez. Ce n'est pas celui dont j'ai besoin. Alors que proposez-vous? Sa voix était plus basse, tendue. Rester ici dans l'ombre? Jouer au martyr? L'Odyssée a besoin de compétences, pas de pénitence. Je propose un rôle, non officiel. Je désignai du menton la paroi derrière moi, au-delà de laquelle s'étendait le réseau artériel du vaisseau. Gardien des conduits. Un titre sans grade, une fonction de surveillance et de maintenance prioritaire, avec accès au système sensible.
Je connais leurs failles mieux que quiconque, je les ai exploitées. Laissez-moi les sceller. Vex croisa les bras. Son regard scrutateur parcourut le module misérable, puis revint sur moi. Elle voyait la fatigue, l'usure, mais aussi l'obstination. Celle-là même qui l'avait irrité autrefois. Vous seriez seul, sans contact régulier, sans reconnaissance. C'est le point, capitaine. Elle resta silencieuse un long moment, les yeux perdus dans le halo bleuté du panneau de contrôle mural. Elle pensait à la cohésion de l'équipage, aux rumeurs, aux fantômes de Kael qui planeraient encore longtemps. Elle pensait aussi, je le devinais, à la commodité de ma proposition. Ranger le problème hors de jus, mais à portée de main. D'accord, dit-elle enfin, le mot semblable à une pierre tombant dans un puits. Gardien des conduits. Accès prioritaire niveau gamma, vous rendrez compte directement à moi, par canal sécurisé. Personne d'autre ne sera informé de la nature complète de vos fonctions. C'était tout. Pas de poignée de main, pas de reconnaissance, un arrangement pragmatique entre deux survivants. Vex partit sans un mot de plus, laissant Elaron seul avec le doux ronronnement des systèmes vitaux. Le pardon de l'Odyssée était accordé, mais le sien, il le savait, résiderait toujours dans l'action, et non dans le titre. Depuis son hublot, le silence des étoiles était une symphonie. Mon nouveau quartier n'avait rien d'un quartier. C'était un ancien local de stockage de pièces détachées, adjacent à un nœud majeur des conduits. Assez grand pour un hamac, un terminal mural, et le hublot circulaire que j'avais négocié. Son prix, une surveillance totale de ma personne. Je l'allais payer. 6 mois. L'Odyssée avait guéri. Les dommages de l'abîme sur les régulateurs Hartmann avaient été contenus. Le voyage vers Kepler 82 VB se poursuivait. Une ligne droite tracée dans le néant. La propulsion ronronnait à nouveau. Un battement régulier que je sentais à travers la paroi d'acier contre laquelle je posais mon front. Kael n'avait pas eu de procès. La capitaine Vex avait jugé que le spectacle d'un jugement était un luxe que le moral de l'équipage ne pouvait se permettre. Il était en détention permanente, dans une cellule blindée près du cœur réacteur. Son sort serait décidé à l'arrivée. Parfois, je recevais des rapports de son comportement. Il lisait. Il ne parlait à personne. Je ne ressentais rien en lisant ces lignes. La trahison était devenue un paramètre de l'équation, une variable désormais contrôlée. Lyra avait été promue chef adjointe du département technique. Elle avait réparé les systèmes que j'avais sacrifiés pour détourner l'énergie de la bombe. Nous ne nous étions plus parlé. Mais parfois, lors de mes rondes nocturnes dans les artères du vaisseau, je croisais ses mises à jour logicielles, son code soigné et efficace. Elle laissait des portes dérobées ouvertes dans les protocoles, des chemins que seul mon accès gamma pouvait détecter. Une reconnaissance silencieuse, une forme de pardon peut-être. Je n'y entrais jamais. Hydra Vex tenait le pont d'une main de fer. L'incident avait durci ses méthodes, assombri ses périodes de repos, mais avait aussi cimenté son autorité. Nous communiquions par canal crypté, une fois par semaine. Des rapports secs, l'état des boucliers, l'usure des injecteurs de fusion, l'activité résiduelle dans les sous-systèmes de navigation. Jamais de remerciements, jamais de questions personnelles. Juste l'échange de 2 sentinelles sur le même rempart. C'était juste. Ma journée avait un rythme. Inspection des conduits. Vérification des flux énergétiques. Surveillance des réseaux de données pour toute anomalie, toute signature rappelant le travail de Kael. Mon corps portait les stigmates de l'abîme, une main gauche légèrement tremblante, une cicatrice en forme d'éclair le long de la cage thoracique et une sensibilité accrue au bourdonnement des champs magnétiques, des reliquats, des rappels. Le soir, je regardais les étoiles. Elles ne clignotaient pas. Elles brillaient d'une lumière froide et constante, point fixe dans le grand noir. Parfois, je cherchais du regard la lueur d'une étoile nommée Sol, notre point de départ devenu mythe. Je ne la trouvais jamais. Nous avions dépassé ce stade. L'expiation ne vient pas dans un éclair de révélation. Elle vient dans la répétition, dans l'acte de veiller, nuit après nuit, sur 10 000 âmes endormies qui ignorent votre existence. Dans la certitude que votre faute passée, ce reçu d'ordre qui a conduit vos hommes à la mort, ne se reproduira pas. Parce que vous êtes désormais placé à la seule intersection qui compte entre la menace et la vie. Dans l'ombre. Je n'étais plus un commandant, je n'étais plus un paria chuchoté dans les couloirs. J'étais une fonction, une sentinelle des veines du vaisseau. Le gardien des conduits. Un titre administratif pour une vérité plus ancienne, j'étais le bouclier qui ne serait jamais vu, la faille de sécurité devenue la dernière ligne de défense. Un bip discret sur mon terminal, un rapport automatique du système de recyclage de l'air dans la baie d'hydroponie 7, un taux d'oxygène en légère fluctuation, rien d'urgent, rien de malveillant. Juste l'Odyssée qui respirait, vivait, nécessitait un ajustement. Je me levai du tabouret devant le hublot. Mes articulations craquèrent doucement, rappel des mois passés dans les espaces confinés. Je passai la main sur la surface lisse du terminal, éteignant l'alerte. J'avais déjà vérifié ce conduit aujourd'hui. Je le vérifierai à nouveau. Elaron sourit. Un geste rare et usé, mais vrai. Il n'était plus le commandant. Il n'était plus le paria.
Il était les boyaux de l'ombre, le gardien du silence entre les battements de cœur du vaisseau. Et alors que l'Odyssée fendait le néant, portant son précieux fardeau de vie vers un monde vert et prometteur, l'homme des conduits veillait, trouvant enfin dans le service silencieux la forme la plus pure de son honneur retrouvé.